Très bien, sans plus attendre, nous accueillons notre prochain invité, Scott Ritter. Scott, c'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci à toi. Je vais très bien, Scott. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais je voulais m'assurer que tout le monde savait que votre site web était dans la description de la vidéo et que c'est là que tout le monde peut trouver votre travail, vous soutenir si possible. Scott, par où commencer? Et si nous commencions par la ligne directe de Vladimir Poutine, sa conférence de presse massive. Mais à la place des événements récents, nous avons vu que la Russie a frappé Kiev le 19 décembre, vendredi si je ne m'abuse, en représailles aux attaques de missiles qui ont constamment frappé le territoire russe. Bien sûr, il y a aussi la question d'Igor Kirillov, le général en chef de la division nucléaire, biologique et chimique du ministère russe de la Défense. Comment voyez-vous ces événements? Comment mesurez-vous ces représailles? Et comment voyez-vous l'évolution de la situation? Si vous vous concentrez sur les représailles, vous vous enfoncez dans les mauvaises herbes. Il faut prendre du recul et comprendre que nous sommes dans une période de transition dans ce conflit, une période qui a le potentiel de voir ce conflit se terminer. Bien sûr, il se terminera par une victoire stratégique de la Russie. En Russie, la situation est très complexe. Comment gérer le champ de bataille et vos victoires sur le champ de bataille et la nécessité de maintenir la pression sur l'Ukraine et ce faisant sur l'OTAN et les États-Unis avec la dynamique politique. Il y a beaucoup de gens qui disent que la Russie ne doit faire aucun compromis, qu'elle doit aller de l'avant, à toute vitesse, etc. Vous avez mentionné la conférence de Poutine. Bien que l'économie russe ne soit pas au bord de l'effondrement, M. Poutine a reconnu que les sanctions avaient un impact et que la Russie procédait à des ajustements. Il n'y avait pas de panique dans sa voix. Il a simplement déclaré que les sanctions avaient un impact. Il est dans l'intérêt à long terme de la Russie de remettre son économie sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas possible en temps de guerre. La Russie se demande comment travailler avec la Chine pour contrer cette nouvelle Amérique qui lui fait face. L'administration Trump ne sera pas l'administration Biden. Il ne s'agira pas de poursuivre l'ordre international fondé sur des règles qui sous-tendaient la politique de sécurité nationale de l'administration Biden. Trump représente cette approche nébuleuse de l'Amérique d'abord, de la paix par la force, qui pourrait être bénéfique à la fois à la Russie et à la Chine en termes de stabilité, mais qui pourrait aussi être source de conflits. Il faut gérer cela avec beaucoup de précautions, et il vaut mieux le faire dans un environnement où les États-Unis ne sont pas d'un côté d'un conflit où la Russie est de l'autre. C'est le cas en Ukraine. La pression exercée sur M. Poutine pour qu'il mette fin à ce conflit est très forte. Tout ce qu'il entreprend doit être jugé en fonction de cela. Je pense et estime qu'il était nécessaire de riposter aux attaques et à l'assassinat du lieutenant-général Kirillov. La manière de riposter est également importante. Quels signaux envoyez-vous? N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de signaux envoyés par Poutine et Trump. Ce n'est pas possible. Normalement, on s'attendrait à ce qu'ils prennent un appel téléphonique et aient une conversation. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible en ce moment. Trump n'est pas le président. Il ne peut pas négocier dans le dos de Joe Biden. Ce qui se passe, c'est qu'on finit par envoyer des messages. Je pense que toute la présentation de Poutine n'était qu'un énorme message. Je pense que chaque fois que Trump donne une conférence de presse, c'est un message. Le sénateur Tucker Carlson, ce journaliste indépendant, très en vue, proche de Trump, s'est rendu en Russie, a eu une interview avec Lavrov la même année que celle qu'il a eue avec Poutine. S'agissait-il d'un message? C'est possible. Il y a beaucoup de signaux qui sont envoyés. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est brouiller ces signaux en réagissant de manière excessive ou en faisant quelque chose qui change le calcul politique. Oui, je pense que l'une des cibles visées était le siège du SBU. C'est une cible justifiable, mais elle n'a pas été frappée par 3 Oreshnik. La Russie a fait ce qu'elle devait faire, mais elle n'a pas donné un signal trop fort. C'est une période étrange, car en tant qu'analyste extérieur, il est très difficile de savoir ce qui est important pour les Russes. Je peux rester assis ici et spéculer, mais quelle est la priorité de la Russie en matière d'économie? S'agit-il
de régler des problèmes géopolitiques, Trump a déclaré qu'il allait cibler la Chine afin de l'éloigner de la Russie. La Russie se sent-elle vulnérable à cet égard? Quelles mesures seront prises pour préserver les relations sino-russes? Autant de facteurs qui sont mis sur la table lorsque Poutine tient ses petites réunions autour de ses plus proches collaborateurs. Et nous n'en sommes pas informés. Nous ne savons pas quelle est la priorité, mais comme Ray McGovern, que vous connaissez bien, l'a souvent dit, il est impératif que nous écoutions ce que disent les Russes. Ce que je conseillerais à tout le monde de faire, c'est de revenir en arrière et de lire l'intégralité de la conférence de Poutine. Vous n'avez pas le droit de choisir. Ce n'est pas ainsi que Poutine a travaillé au cours de ses 25 années à la tête de la Russie. Il dit ce qu'il pense, et chaque mot est porteur de sens. La conférence de presse est un tour de force d'1 heure de discours impromptu. Il n'y a rien d'impromptu dans ce que dit Poutine. Il est préparé à chaque question. Il connaît ses questions sur le bout des doigts. Il ne va pas s'asseoir là et dire des choses qui ne sont pas soutenues par les intentions du gouvernement russe. J'aimerais revenir en arrière et me réunir et prêter une attention toute particulière à l'ensemble de ce discours. Vous y trouverez de nombreux indices significatifs sur la direction que prend la Russie. Je pense que ce que j'ai décrit est assez précis. Comment réagissez-vous à cela, Scott? De nombreuses personnes perçoivent la Russie comme humiliée, notamment en ce qui concerne les lignes rouges énoncées par Vladimir Poutine et par le pays dans son ensemble. Qu'il s'agisse des frappes répétées sur leur territoire ou de l'assassinat d'Igor Kirillov. Que répondez-vous à ceux qui estiment que la Russie donne l'impression d'être la partie la plus faible et qu'elle ne réagit pas avec suffisamment de fermeté face à ces provocations? La Russie est la partie faible. Qui est la partie la plus forte alors? Je suis simplement curieux, car si vous dites que la Russie est la partie la plus faible, qui est la partie la plus forte? Citez-moi un parti plus fort que la Russie. D'après ces critiques, ce serait le camp de l'OTAN. Ce serait les États-Unis. L'OTAN est plus forte. Une OTAN en plein dysfonctionnement qui s'effondre à l'heure où nous parlons ne peut générer aucune force significative. L'OTAN est-elle plus forte? Ouais, d'accord. Non. L'OTAN se recroqueville sur elle-même. Personne n'est plus fort que la Russie sur cette question. Et c'est pourquoi la Russie peut se permettre de prendre de petits coups. La Russie a tracé des lignes rouges. Si vous pensez que la Russie est la partie la plus faible, demandez au général Brown combien de fois il a changé de sous-vêtements après sa conversation avec Gerasimov sur les limites des attaques que la Russie tolérerait. Demandez aux analystes de la CIA qui ont dû s'asseoir là et dire « la Russie bluffe-t-elle » et qui ont été contraints de s'asseoir et de dire aux membres du Congrès à la Maison-Blanche « non, ils ne bluffent pas. Si vous les poussez trop loin, il y aura une guerre nucléaire. » La Russie ne bluffe pas. La Russie n'est pas la partie la plus faible. La Russie est la partie la plus intelligente. Et la dernière fois que j'ai vérifié sur le champ de bataille, ce sont les forces russes qui avançaient chaque jour de manière significative, infligeant d'horribles pertes aux Ukrainiens, et non l'inverse. C'est l'Occident qui répond à la Russie sur le plan politique. C'est la Russie qui domine le récit de toute négociation potentielle. C'est donc de la foutaise. Il s'agit d'un acte désespéré de la part de personnes désespérées qui veulent dire « Oh, regardez, nous comptons. » Vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas du tout. L'Occident n'a pas d'importance. Et c'est une chose que Trump doit comprendre. Il ne cesse de mettre sur le devant de la scène des gens qui, comme Keith Kellogg, disent des choses qui impliquent que la Russie est en quelque sorte sur le recul. Non, la Russie n'est pas sur le reculoir. La Russie souhaiterait une fin politiquement acceptable à ce conflit, mais elle ne va pas renoncer à ce qu'elle a gagné. Je peux vous garantir ceci. À la fin de ce conflit, il y aura au moins 5 territoires dans leur totalité qui feront partie de la Russie. Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, y compris la rive droite de Kherson, et la Crimée. Tous ces territoires feront partie de la Russie et seront reconnus par l'Occident et l'Ukraine comme appartenant légalement à la Russie. Il n'y aura pas de situation similaire à celle des États baltes, qui faisaient partie de l'Union soviétique, mais que l'Occident refusait de reconnaître comme telles. Ils ne vont pas dessiner de zones floues
ou ambigu. Non, la Russie ne le permettra pas, car le conflit se poursuivra. Ensuite, vous verrez, et Poutine et Medvedev y ont fait allusion, qu'il y aura des territoires supplémentaires. C'est la réalité de la situation. L'Occident n'a littéralement aucun moyen de pression. La Russie peut aller aussi loin qu'elle le souhaite et aussi longtemps qu'elle le souhaite. L'Ukraine s'effondre. L'Ukraine ne survivra pas cette année. Elle est militaire. Ils en sont réduits à sortir des jeunes de 18 ans de la rue pour combler les lacunes. Les chiffres qui sortent sont reconnus. Oubliez toutes les absurdités de Keith Kellogg qui dit « L'Ukraine n'a subi que 150 000 morts sur Terre. 1,1 million. » L'Ukraine a reconstruit 4 armées et doit maintenant en reconstruire une 5e. Et il manque de main-d'œuvre. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus personne pour se battre. Les Russes, eux, ne manquent pas d'hommes. Ne croyez pas à ces absurdités de vagues humaines d'assaut. La Russie ne lance pas de vagues d'assaut humaines. Les batailles sont sanglantes, mais la Russie les domine. Le seul moment où l'Ukraine a un avantage sur le champ de bataille, c'est lorsqu'elle inonde la zone de drone. C'est un avantage temporaire. C'est une mauvaise nouvelle pour les Russes qui en bénéficient, mais cela ne change pas l'issue du champ de bataille. En fin de compte, la suprématie russe, sa puissance aérienne, son artillerie, ses communications et sa capacité à brouiller les gens, etc., l'emportent. C'est pourquoi la Russie progresse chaque jour sur toute la ligne de contact, parce qu'elle domine le champ de bataille. L'Occident est donc pathétique en ce moment. Il s'agit essentiellement d'une guerre de l'information. Ce qui me fait rire, c'est que les Russes ne perdent pas le sommeil et que les médias américains n'ont pas l'air de s'en préoccuper. Il n'y a que nous, analystes occidentaux, qui nous y laissons prendre. Les économistes ont dit cela. Depuis quand les économistes ont-ils dit quelque chose d'exact sur la Russie? C'est ce que dit le Financial Times. Et le New York Times en fait son gros titre. Rien de tout cela n'est donc exact, ce n'est que de la propagande. Et tout cela est conçu pour tromper, non pas la Russie, mais nous. Pourquoi? Ils veulent que nous continuions à soutenir le transfert de milliards de dollars à l'Ukraine. Mais ce n'est que de l'argent bien placé pour de l'argent mal placé, en redoublant de stupidité. Non, je ne vois pas de panique dans les yeux des officiels russes qui parlent. Regardez le secrétaire général Rutte la prochaine fois qu'il prendra la parole. C'est monsieur crispé, rien que de la panique. Observez tous ceux qui parlent du conflit de la part de l'Occident. La panique, la crispation, l'incertitude. Puis regardez les Russes parler. Stable, calme. Parce qu'ils savent qui gagne, et ils se moquent de ce que pensent les Occidentaux. La seule réalité qui compte pour eux est celle du champ de bataille. Écoutons un extrait des déclarations de Vladimir Poutine afin d'en évaluer la véracité ou d'examiner l'absence de validation. Scott, voyons cela de plus près. Voici ce que Vladimir Poutine a déclaré concernant la situation sur le champ de bataille. Notre armée progresse. Elle avance et l'ennemi ne peut pas maintenir ses positions. Ils se sont repliés. Ils ont mis en place quelques défenses, mais celles-ci ne tiendront pas, car demain, ce sera notre prochaine avancée. Ils ne peuvent donc pas stopper notre armée. Et si nous faisons une pause d'une semaine, nous leur donnerons le temps de transformer ces positions en bastions. Nous leur donnerons aussi le temps d'obtenir des renforts matériels et des équipements militaires. Mais surtout, ils pourront former des troupes supplémentaires. Scott, cela ne ressemble vraiment pas à quelqu'un qui se trouve du côté le plus faible ou qui est en panique. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il n'y aura pas de notion de cessez-le-feu ou de gel sur le champ de bataille. Il a juste dit que c'était ridicule. Vous savez, lorsque nous parlons de l'Ukraine, nous parlons d'une armée très importante, très sophistiquée, avec des armes très meurtrières entre les mains d'hommes qui, pour la plupart, sont prêts à mourir. Pour la plupart, prêts à mourir pour défendre une position. Il faut beaucoup de choses pour déstabiliser ce type d'armée. Les Ukrainiens, en particulier dans la région du Donbass, ont eu 14 ans pour se retrancher, et ils disposaient de défenses en profondeur. Ce qui s'est passé, c'est que la Russie, au prix d'énormes sacrifices et d'une grande persévérance, a réussi à percer cette zone défensive. Les Ukrainiens se replient donc sur des positions non préparées.
Ils ne peuvent donc pas résister à un assaut concerté des Russes. C'est pourquoi les Russes maintiennent la pression sur eux pendant toute la durée de l'opération. Les Ukrainiens ne peuvent pas se retrancher. Et regardez ce que Poutine a dit. Nous n'aurons pas de cessez-le-feu. Nous ne les laisserons pas s'enfoncer. Nous n'allons pas les laisser rétablir une ligne de fortification défensive qui nous arrête maintenant. Nous allons faire en sorte que les Ukrainiens puissent se renforcer tout au long de la ligne. À l'heure actuelle, lorsque les Ukrainiens amènent des forces, ils sont écrasés, ils doivent se replier. Et les forces qui arrivent n'entrent pas dans une position préparée. Elles arrivent dans une position très statique, dominée par la Russie, qui les tue et continue à avancer. Au moment où vous faites une pause, la colle s'installe. Les forces ukrainiennes peuvent entrer, s'enfoncer et commencer à s'agglutiner. Et à la seconde où les Russes reprennent, cela va leur coûter plus cher de prendre cette position. Et pendant ce temps, d'autres forces ukrainiennes arrivent. C'est ce qui définit cette bataille. Il s'agit d'une guerre d'usure qui se traduit par une augmentation des ressources. Mais pour l'instant, les Ukrainiens n'ont pas de ressources. Et celles qu'ils amènent sont broyées en raison de la fluidité de la situation sur le champ de bataille. Pourquoi Poutine céderait-il cet avantage? C'est un avantage que les Russes ont gagné au cours de plus de 2 ans de combats acharnés pour percer ses défenses. La Russie a placé l'Ukraine exactement là où vous le souhaitez, c'est-à-dire dans un état d'effondrement total sur le champ de bataille. Continuez à pousser. Les Ukrainiens n'ont d'autre choix que de mourir ou de se retirer. Il n'y a pas de défense sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ces défenses ont disparu. Alors pourquoi la Russie renoncerait-elle à cela? Pourquoi la Russie dirait-elle « Ouais ». Et puis zut, cessez le feu de Noël. Parce que vous retombez littéralement dans la position qui était la vôtre il y a 6 mois. Une position que vous ne voulez pas avoir. Vous voulez être exactement là où vous êtes en ce moment. C'est à cela que vous consacrez tous vos efforts militaires, à obtenir ce résultat. Et maintenant, les Ukrainiens ont gagné une retraite générale sur le champ de bataille, et il n'y a pas moyen d'inverser la tendance. Vous n'arrêterez pas l'avancée russe. La Russie dispose d'importantes forces qui peuvent continuer à assurer la rotation, à exercer une pression et à exploiter les situations au fur et à mesure qu'elles se développent. Par exemple, la nécessité de percer et de capturer la totalité de Kharkiv, ou peut-être même de descendre et de prendre Odessa, ce qui est maintenant 2 options sur la table. Poutine et Medvedev l'ont laissé entendre à l'Occident. Si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, nous pouvons changer la situation. Ce ne seront pas seulement les 5 territoires que vous serez obligés de céder. Ce sera peut-être 2 de plus, 3 de plus, 4 de plus. Nous pouvons continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. Nous pouvons tenir le coup. L'Ukraine ne le peut pas. Et la situation ne fera qu'empirer pour elle à l'avenir. Ce n'est pas un mauvais moment que l'Ukraine va pouvoir passer. Aujourd'hui est le meilleur jour pour l'armée ukrainienne, car demain sera pire, et le jour suivant sera pire, et cela ne fera qu'empirer. Les Ukrainiens commencent à paniquer lorsqu'ils se rendent compte qu'ils vont devoir accepter un accord selon lequel ils vont devoir céder des territoires. Et céder des territoires à des conditions qui ne sont pas bonnes pour eux. C'est-à-dire céder des territoires de façon permanente. Quand je dis céder, les Russes les ont déjà, mais de façon permanente, en disant qu'ils ne font plus partie de l'Ukraine. Nous n'avons plus aucune revendication sur ces territoires. L'Occident dira alors que la Russie ne va pas jouer ce jeu, faire tous ses sacrifices, pour ensuite se figer dans une situation qui permettra à l'Ukraine de dire plus tard « Nous allons lancer une contre-attaque ». Ces territoires sont vraiment les nôtres. Vous savez, nous voudrons que l'OTAN nous vienne en aide. Non, l'Ukraine est vaincue. C'est la réalité. Et l'Occident est vaincu. L'Occident n'a pas le droit de vote. Il n'a pas le droit de dire « Non, 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 nous allons mettre des troupes occidentales pour patrouiller dans une zone démilitarisée. » Il n'y aura pas de démilitarisé. La guerre sera terminée, l'Ukraine aura perdu, l'OTAN aura perdu. Telle est la réalité.
Et la Russie ne cédera pas sur ce point. Parlons de ce chiffre que le ministère russe de la Défense a récemment publié concernant les pertes de l'Ukraine depuis 2022. 1 million. Il parle d'1 million de soldats ukrainiens tués. Ces chiffres vous paraissent-ils crédibles, compte tenu de la situation qui a prévalu dans le conflit jusqu'à présent? Eh bien, étant donné que je disais qu'à l'automne 2023, les pertes ukrainiennes s'élevaient à environ 700 000. Oui, je dirais qu'elles sont crédibles. Vous savez, il se peut même qu'ils soient un peu bas, parce que nous ne connaissons pas l'Ukraine. Il s'agit d'un régime corrompu, peuplé de généraux qui ne se soucient pas des hommes qu'ils dirigent. Ils les considèrent comme des ressources jetables et leur mort comme un moyen de gagner de l'argent. Posez la question aux centaines de milliers de veuves ukrainiennes. Elles sont vraiment veuves, mais le gouvernement ne veut pas reconnaître leur statut de veuve. Il ne veut pas reconnaître que ces hommes sont morts. Pourquoi? Pour cela, il faut verser l'indemnité. Au lieu de cela, ils prennent la solde et l'argent va dans les poches de ces généraux corrompus. Tous les aspects de l'Ukraine sont corrompus. Dans tous ces aspects, c'est un État-nation pourrissant, suppurant, horrible. Un État-nation ridicule. Maintenant, les gens peuvent dire, eh bien, c'est la chute de la Russie pour être entrée dans le pays. Non, elle était déjà corrompue avant. Ensuite, vous ajoutez à cela la maladie, ce nationalisme ukrainien qui repose sur le concept d'une suprématie aryenne. Ils sont littéralement la manifestation moderne de la nation aryenne de l'Allemagne nazie. Cette notion bandériste, selon laquelle le monde tourne autour de l'Ukraine occidentale en particulier, est une maladie. L'Ukraine est une nation malade. C'est un chien enragé. C'est là que j'ai des problèmes avec beaucoup de gens. Je m'en fiche. Les chiens enragés doivent être abattus. C'est pourquoi je ne cesse d'évoquer Kilima chez Bergen, Atticus Finch, sortant son fusil et abattant le chien enragé qui rôde dans les rues de sa ville. L'Ukraine est un chien enragé dans la communauté mondiale. On ne peut pas la laisser vivre dans sa manifestation actuelle. Il faut lui tirer une balle dans la tête, finir le travail et s'assurer qu'il n'aura plus jamais la rage.